Salut, sur ce point, aujourd'hui nous allons parler de protocole de routage et en particulier protocole de routage à état de lien ou Link State Routing Protocols. Donc ces protocoles de routage ont la particularité d'annoncer des liens plutôt que des sauts, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente pour le protocole de routage vecteur de distance. Donc ce qui se fait, c'est que dans le réseau, nous avons donc des routeurs, donc typiquement qui sont voisins, vu qu'en fait l'annonce de route se fait de routeur à routeur. Donc on va dire qu'en fait on a donc notre trio de routeurs ici, donc 1, 2 et 3. Donc en fait chaque routeur va annoncer à ses voisins donc des liens qui vont contenir donc l'identité du routeur. Donc le routeur va être identifié par ce qu'on appelle le router ID. Donc cette identité du routeur va permettre d'identifier le routeur comme un nœud dans l'ensemble du réseau. Donc en fait, le réseau au niveau des protocoles de routage à état de lien est vu comme un arbre NR. Donc voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et donc en fait chaque nœud donc dans cet arbre sera un routeur ID. Et donc le routeur ID au niveau du routeur est premièrement lorsque le routeur a plusieurs interfaces, en fait c'est l'adresse IP d'une de ces interfaces. Et donc comment se fait le choix de l'interface? Donc lorsqu'on a une adresse loopback, ce sera cette adresse loopback là. Quand on n'a pas configuré l'adresse loopback, en fait ce sera l'adresse loopback d'une interface quelconque activée sur le routeur, mais celle en fait qui a la plus petite adresse IP. Voilà. Et c'est cette plus petite adresse IP qui sera utilisée comme routeur ID et qui sera utilisée comme point d'identification en fait du routeur dans la topologie du réseau. Voilà. Et donc il va sans dire que sans routeur ID, donc sans adresse IP configurée sur le routeur, on ne peut pas construire une topologie, on ne peut pas rentrer dans la topologie du réseau et commencer à annoncer quoi que ce soit. Donc avant d'annoncer quoi que ce soit à ses voisins, ce qu'il va faire le routeur, c'est qu'il va établir donc une adjacence. Donc pour pouvoir donc démarrer en fait le protocole de routage à état de lien, chaque routeur va établir une adjacence avec ses voisins. Et donc dans le principe, on a plusieurs méthodes. Et donc la principale méthode consiste sur un segment donné, donc à choisir ce qu'on appelle au niveau du protocole de routage ou SPF le Designated Router, ou alors donc DR ici, ou alors au niveau de DSIS qui est un autre protocole de routage, le pseudonode, donc qui va représenter le segment du réseau auquel en fait le routeur est rattaché. Donc il y aura évidemment un pseudonode dans chaque routeur, sur chaque domaine de broadcast, donc pour des segments Ethernet, donc sur des interfaces qui sont capables de communiquer en multipoint, donc envoyer des messages broadcast. Et donc en fait il va établir cette adjacence là et il va envoyer toutes ces informations au niveau de ce pseudonode à ses routeurs voisins. Avec ses routeurs voisins, il va établir un lien, donc qui va permettre d'échanger donc des messages, et ces messages-là ont pour but en fait de savoir en fait lequel initialement jouera le rôle en fait de maître de ce pseudonode ou alors de designated router sur le segment. Donc pour donner une explication beaucoup plus générale, ce qui se passe, c'est que les protocoles de routage dans les protocoles de routage à état de lien, ce que nous avons, c'est que nous avons chaque routeur qui dans le réseau va annoncer va envoyer ce qu'on appelle en fait des link state advertisements, donc l'état de lien, et le routeur va envoyer en premier donc des LSA, donc link state advertisement, qui vont indiquer le nom du routeur, donc l'ID du routeur comme on l'a vu tout à l'heure, et les différents segments du réseau auxquels il est rattaché, ainsi que les coûts. Donc les coûts ici vont avoir
donc un lien avec le débit ou la capacité de l'interface. Donc typiquement, ce sera déterminé par le fait que c'est une interface 10 mégabits, 100 mégabits, 1 giga ou 10 gigas par exemple. Voilà. Et donc en fait, le routeur va envoyer chacun donc chacune de ces artères là avec un coup plus son ID à lui-même. Il va l'envoyer en fait. Il va l'annoncer en fait sur le segment pour dire je suis tel routeur, voici les nœuds auxquels en fait je suis rattaché. Voilà. Et ensuite, ce qu'il va faire, donc lorsqu'il va envoyer ce message là, donc ça va être reçu au niveau du segment, donc pour ISIS et OSPF, donc comme je disais tout à l'heure pour reprendre les exemples, donc je vais écrire OSPF et ISIS. Donc il y a donc un routeur qui a été désigné sur le segment donné, donc comme étant le représentant de ce segment, donc designated router ou pseudonode, et lui il va recevoir l'ensemble de ces liens là. Et lui ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va annoncer des états de lien, donc des advertisements, donc des LSA, qui vont eux indiquer tous les segments réseau, donc qui leur ont été annoncés, donc tous les routeurs du segment leur ont annoncé, donc ils vont les réannoncer à l'ensemble donc des routeurs du segment. Donc ça fait en fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une adjacence full mesh, donc tout le monde va parler au designated router qui lui ensuite va restituer l'information aux autres routeurs sur le segment. Donc voilà, donc ce qui fait que lorsqu'on a déjà fait ces deux premiers échanges, donc on a un routeur qui lui a envoyé donc le nœud auquel il a, plutôt les artères auxquelles il est rattaché. Le pseudonode de designated router renvoie l'ensemble des nœuds auxquels chaque routeur est rattaché. Ça permet à chaque routeur, dès cet instant-là, de savoir quels sont les segments existants dans le réseau et à quel routeur sont rattachés ces segments. Et chaque routeur à son niveau ayant reçu ces différentes LSA, donc Linked Set Advertisement, donc je vais l'écrire parce que c'est très utilisé en fait au niveau des protocoles de routage à état de lien. Donc chaque routeur ayant reçu l'ensemble de ces LSA va à son niveau construire un arbre dont il est la racine. Donc en fait on aura pour le routeur 1 un arbre avec en racine le routeur 1. Il aura rattaché donc à lui le routeur 2 et le routeur 3. Et il sait à quel segment réseau sont rattachés les routeurs 2 et 3 et il va ainsi construire, lui, le routeur 1 à son niveau, une topologie qui lui permet de joindre chacun des segments du réseau à partir donc de lui la racine. Et chaque routeur va faire cet exercice-là. Donc ça permet en fait à chaque routeur d'avoir une topologie, une vision globale de l'ensemble du réseau sans pour autant, avoir à se baser sur le calcul qui est fait en fait par ses voisins. Voilà. Et donc dans l'échange des routes, donc dans l'échange des LSA, des link states ou des états des liens qui est fait, donc chaque LSA aura un numéro de séquence, donc ça permet donc de choisir le routeur ça permet au routeur de savoir exactement où il en est dans le chargement et dans la complétude de l'information qu'il a. Et donc lorsqu'il voit que en fonction du numéro de séquence et en fonction des messages qui lui sont envoyés par les voisins ou par le pseudonode, il a l'ensemble en fait des états des liens, il peut tout de suite construire son réseau et il converge. Voilà. Donc c'est un protocole, comme on peut le voir, qui va avoir plusieurs étapes, qui va imposer de construire des adjacences. Par contre, donc ça c'est la contrainte, et qui va aussi une deuxième contrainte qui va être demandeur en CPU, parce qu'en fait chaque routeur va à chaque fois en fait faire tourner le processus pour construire l'arbre, éliminer en fait les doublons et éliminer, vu qu'il construit un arbre, c'est un graphe en fait spécifique, donc il va éliminer tout ce qui est boucle. Donc ça va être demandé un peu plus de ressources au niveau du CPU. Voilà. Par contre, c'est à CPU identique, c'est un protocole qui va converger beaucoup plus vite que les protocoles de routage vecteur de distance, et c'est un protocole en fait qui permet de router beaucoup plus efficacement en fait au niveau de la topologie, parce qu'il a une vision globale avec les différents coûts,
puisque les coûts lui sont rapportés de façon détaillée, donc les différents coûts de chacune des artères en fait du réseau. Donc voici un peu rapidement présenté en fait les protocoles de routage et état de lien. Et en fait, j'avais commencé à l'expliquer tout à l'heure. En fait, on a donc les LSA de type 1 qui sont ceux envoyés par les routeurs. On a ceux de type 2 pour ce qui est de l'OSPF bien sûr, qui sont envoyés par le designated routeur. Et on peut séparer en fait, subdiviser notre réseau en zones. Donc ces zones appelées area en anglais, donc vont permettre en fait de rendre plus efficace donc le routage. Donc typiquement, si on a un réseau donc relativement grand, donc que j'essaie de représenter ici, avec plusieurs routeurs, donc on va mettre un routeur ici, donc qui va faire ça. Donc je construis pareil un autre petit réseau à côté ici, hop. Bon, donc ainsi de suite. Donc vous avez compris la logique, hop. Donc en fait, si je peux continuer comme ça indéfiniment, en fait, on aura en fait un grand réseau, et avoir un tel réseau va faire qu'à chaque routeur, au niveau de chaque routeur, on aura un grand nombre de liens, un grand nombre de LSA qui sera regroupé. Et ce grand nombre de LSA là va générer, va occuper déjà en fait un grand nombre d'octets ou de mégaoctets au niveau de la mémoire, et va à chaque fois qu'on aura un changement dans le réseau générer un calcul recalcul en fait de la topologie et donc gourmand en CPU, et donc aussi va prendre du temps à converger. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut diviser donc notre réseau en zones, area en anglais. Donc on va diviser, donc on va dire on a 3 zones, area 1, 2 et 3, et on peut avoir ici une zone 0 qui sera la zone fédératrice de ces différentes zones-là. Et donc le calcul et le fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure, va se faire par zone cette fois-ci. Donc chaque changement et chaque recalcul n'impactera qu'une zone, quand bien même les LSA sont échangés au niveau global. Et donc on aura de ce fait un autre type de LSA, donc une LSA de type 3. Donc cette LSA de type 3 sera générée par les routeurs de bordure ici, donc ils seront aux frontières des zones. J'indique en fait que les zones, on n'échange qu'avec les zones qu'entre une zone périphérique et la zone fédératrice. Donc en fait on aura donc un LSA de type 3 qui permet d'échanger un résumé de l'ensemble donc des LSA d'une zone donnée avec la zone fédératrice, et cette zone fédératrice va réinjecter dans les autres zones en fait les résumés qui lui sont envoyés par les zones périphériques. Voilà. Donc ça permet en fait d'appliquer un principe de divide and conquer, donc de réduire le réseau global en plusieurs zones, et de simplifier en fait, de réduire la charge des routeurs pour ne pas déclencher en fait un recalcul de topologie à chaque fois qu'on a un changement au niveau des aires. Par contre, ça demande bien sûr une gestion un peu plus rigoureuse, et ça augmente en fait le travail en fait de l'administrateur réseau dans la gestion au quotidien en fait de son réseau. Voilà. Et donc en fait un lien, comme on l'a vu tout à l'heure, il est caractérisé donc par l'ID du routeur. Ensuite, il est caractérisé par le voisin qui l'annonce, donc le neighbor, suite à l'établissement de l'adjacence, et on lui associe un coût, donc en fait qui est fonction de l'interface, à laquelle est rattaché ce segment-là du réseau. Donc voilà. Voilà un peu présenté rapidement les protocoles de routage et état de lien. Donc, avant de passer au point suivant, qui est un exemple de configuration des protocoles, d'un des protocoles de routage et état de lien, donc qui est OSPF, donc qui existe aujourd'hui en V2 et en V3. Donc, on verra un exemple de configuration en V2 et en V3. Donc j'aimerais en fait revenir rapidement sur les critères qui permettent de choisir un protocole de routage. Donc le premier critère en fait, évidemment, ce sera donc le temps de convergence. Donc temps de convergence.
c'est-à-dire le temps que le réseau met à se stabiliser, à avoir un chemin entre chaque segment du réseau. Donc voilà, donc deuxième point, ce sera l'évolutivité, ou scalability en anglais. Ce sera troisièmement donc la charge CPU que le protocole de routage va imposer donc aux différents nœuds du réseau, et ce sera en fait la capacité donc à déployer, à implémenter donc ce protocole et à le maintenir. Voilà, maintenance. Et donc voilà. Donc sur la base de ces critères-là, on pourra, en fonction de la taille du réseau, choisir le protocole, des protocoles tels que RIP, qui sont des protocoles en fait vecteurs de distance, qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre pour des réseaux simples et qui sont beaucoup moins gourmands en CPU. Par contre, pour des réseaux de taille complexe, qui ont des besoins de convergence plus forts, donc qui doivent converger rapidement et qui ont besoin d'évoluer dans le temps, donc on choisira des protocoles de type OSPF ou ISIS par exemple, qui sont des protocoles qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus évolués et qui sont donc beaucoup plus efficaces en termes de routage au niveau des infrastructures. Donc voici rapidement présenté le protocole de routage et l'état de lien et les critères qui permettent de le choisir. Un dernier point donc qu'on reverra au niveau des tests de configuration, en fait, c'est la possibilité, c'est une fonctionnalité qui existe au niveau des routeurs et qui existe aussi bien pour les protocoles à état de lien que pour les protocoles vecteurs de distance. C'est la possibilité d'avoir en fait donc un voisinage entre les routeurs ici et d'avoir en fait une interface qui elle ne participe pas au mécanisme d'échange de route, mais écoute uniquement, donc n'envoie aucune annonce, mais est capable d'écouter uniquement. Donc on verra comment on peut le mettre en œuvre donc au niveau des protocoles à vecteur de distance et en fait les limitations que ça présente en fait au niveau des protocoles à état de lien. Donc à tout à l'heure pour le test de configuration. À bientôt.